наших ливанских слушателей также. Nous sommes très heureux aujourd'hui de saluer nos spectateurs belges, russes, d'autres pays et surtout nos collègues de la Maison russe à Beyrouth, à Liban, et toute l'audience, tout le public de ce merveilleux pays. We are very happy to welcome all our audience from Belgium, from Russia, and especially our colleagues from the Russian House in Beirut, in Lebanon, and the public, the audience of this wonderful country. First of all, some technical details. D'abord, quelques détails техники, прежде всего, несколько технических деталей. Наша встреча сегодня идет с синхронным переводом на французский и на арабский языки. Для того, чтобы выбрать необходимый язык, русский, французский или арабский, пожалуйста, кликните на иконку с изображением глобуса внизу вашего экрана. We have a simultaneous translation in 3 languages today, in 2 languages. Our meeting will be done in Russian, but you can choose the Arab or French languages if you click on the globe icon in the bottom of the screen. Notre rencontre aujourd'hui va se dérouler en russe avec une traduction simultanée en français et en arabe. Pour choisir la bonne langue, la langue qui vous convient, il faut cliquer sur l'icône de globe en bas à droite de votre écran et choisir la piste russe, française ou arabe. Ну и теперь, когда с техническими деталями закончено, я надеюсь, что все могут слышать тот язык. Alors là qu'on a terminé avec les détails techniques, j'espère que tout le monde entend bien notre conférence en langue voulue lors de cette rencontre avec la Maison russe, l'une des institutions culturelles les plus grandes dans notre pays. Nous sommes heureux de voir ces rencontres devenir de plus en plus traditionnelles. Ce n'est pas notre première conférence sur l'histoire de l'art, sur l'histoire de la Russie, préparée par nos collègues du musée russe. Et donc, traditionnellement, cette année, cette rencontre est aussi consacrée à la personnalité et à l'époque de Pierre le Grand, le premier empereur russe, dont les 350 ans nous célébrons cette année. Et donc maintenant, je voudrais donner la parole à Maria Gladky, qui est le directeur du musée russe virtuel. Grâce à ce projet, nous avons cette possibilité depuis l'étranger, à distance, de se familiariser avec toutes les richesses qui font partie de la collection de votre musée. Maria, à vous la parole. Maria Gladky, je me présente, bonjour, chef du service musée russe virtuel. Bienvenue depuis la ville de Saint-Pétersbourg. Traditionnellement, c'est ici dans notre centre multimédia que nous nous trouvons. Effectivement, ce n'est pas la première rencontre. Nous avons déjà visité une exposition consacrée à Pierre le Grand. Nous avons regardé les films sur les collections du musée russe et aujourd'hui, nous nous lançons dans un autre voyage. Nous allons visiter le palais d'été de l'empereur Pierre le Grand. Donc, notre guide sera le chef de notre service d'excursion, de visite guidée, qui donc couvre non seulement le palais d'hiver, mais aussi le palais d'été, la maison de Pierre le Grand, Maria Gagulina et ma collègue qui est à côté de moi. Donc, bonne soirée, bonne conférence à vous tous. Bonjour, bienvenue à tout le monde. D'ailleurs, oui, c'est déjà le soir et pendant toute la journée, il a fait très beau à Saint-Pétersbourg. Et pour parenthèse, Pierre le Grand avait l'habitude, pendant ce mois de septembre,
séjournait toujours dans son palais d'été, malgré le climat assez sévère, le climat hivernal. Pierre le Grand adorait ce palais d'été et donc il essayait d'y rester le plus longtemps possible. Alors, le palais d'été est un mythe historique. Il a été construit en 1710. Effectivement, il a été conçu pour des séjours d'été et il avait une particularité étonnante. Juste à l'entrée du palais, ce que vous voyez maintenant, c'est une sorte d'un petit perron, d'une petite place. Alors, pour les visiteurs qui ne connaissent pas la fonction originale de cet endroit, mais par contre, si nous imaginons au XVIIIe siècle et tout en sachant tout l'amour que Pierre le Grand portait pour la mer, il nous sera facile de voir qu'en fait, c'était un petit port, un petit bassin de port. Et donc, sur ce modèle, vous pouvez très bien voir sur cette maquette comment Pierre le Grand en fait avait la possibilité de s'accoster directement à l'entrée de son palais d'été. Donc, il est accédé par la Neva. Donc, vous pouvez regarder les photos pour vous imaginer plus exactement comment ça se faisait. Donc, d'abord, la photo qui est en bas. À gauche, vous voyez justement le palais d'été. C'est une photo assez ancienne qui date de l'époque encore avant la restauration. Donc, le palais est un peu couvert par de grands arbres. Et à droite, vous voyez justement le fleuve Neva. Et donc maintenant, imaginez-vous que le fleuve arrive jusqu'à la façade du palais. Donc le palais a été entouré de l'eau des trois côtés. Et justement, sur l'autre photo, photo d'été, nous pouvons l'imaginer plus facilement. Et il n'y a plus d'arbres. Nous voyons une partie de la grille de Felton, la fameuse grille de Fenton. Donc, si nous essayons de l'effacer, si nous effaçons de notre imagination l'herbe verte, nous voyons bien la façade nord du palais qui donnait directement sur l'eau. Et sur cette gravure d'Alexei Zubov, nous voyons le même palais d'été qui est situé en fait sur le bord des deux rivières, Neva d'un côté et Fontanka de l'autre. Voilà, Fontanka, toute petite rivière, et c'est entre les deux que le palais d'été a été construit. Pierre le Grand percevait son palais d'été comme une maison navire, une maison bateau. Vous voyez par exemple la porte d'entrée, et il y en a deux comme ça. Donc, dans le passé, quand l'eau arrivait jusqu'à la porte du palais, le palais était entouré par une galerie. Et à partir, donc depuis ces galeries, au rez-de-chaussée, Pierre le Grand pouvait accéder à donc ce pont en bois, en s'imaginant probablement qu'il se trouvait sur un pont d'un navire. Et aussi, je voudrais attirer votre attention sur les bas-reliefs très fascinants qui encerclent les murs extérieurs du palais. Ils sont tous allégoriques, très intéressants par leur sujet et dans une certaine mesure, chaque bas-relief transmet non seulement l'amour de Pierre le Grand à la mer, mais aussi son désir de dominer cette mer, de la voir pacifique, bien protégée dans ses frontières. Par exemple, vous voyez un sujet très connu, Diane avec ses chiens, qui personnifiait la loyauté sur le bas-relief en haut. Et donc les chiens, en fait, gardaient la ville de Carthage et c'est grâce aux chiens que la ville a été sauvée. Et donc la déesse Diane, déesse de la chasse, est quand même à une position très posée, très calme. Et cela veut dire que les frontières russes
sont tout aussi calmes, sont bien protégés. La mer est calme. Et le bas-relief d'en bas est tout aussi intéressant. Vous voyez donc le Neptune euh, et son épouse, Amphitrite, et très souvent, en fait, les contemporains de Pierre le Grand l'associaient à la figure de Neptune, qui donc possédait la puissance marine, et Amphitrite, c'était son épouse, qui dirigeait un troïka russe, mais un troïka pas tout à fait habituel, parce que ce ne sont pas de chevaux terrestres, ce sont de chevaux marins hippocampes, et donc ils ont des palmes au lieu de pieds, au lieu de sabots. Voilà, et ce genre de bas-relief nous accueille dès que nous approchons du palais. Juste en haut de la porte d'entrée, nous voyons Minerve entourée par des trophées de guerre, trophées militaires. Dans l'art de l'époque, l'image de Minerve a été souvent utilisée comme le symbole de la gloire militaire parce qu'elle personnifiait la guerre juste, contrairement à la déesse Bellona, aussi déesse de la guerre, mais par contre beaucoup plus avide. Minerve va nous accompagner sur toute une série des images à l'intérieur du palais et qui témoignent aussi de sa popularité de l'époque. Une autre image de Minerve avec un hibou à ses pieds comme symbole de vigilance. Et donc, nous passons tout de suite dans une pièce pour regarder un plafond qui s'appelle justement le triomphe de Minerve. Donc, elle est représentée avec une lance perçant ses ennemis. Il y a la gloire dans un char qui s'approche d'elle et deux amours s'approchent d'elle avec, avec une couronne des étoiles. Maintenant, je vous propose de passer à l'étage. Donc, nous montons à l'étage. Non, non, pas cette pièce-ci. Voilà. Pour nous arrêter sur notre plafond, la personnification de la monarchie tient dans sa main une petite figurine de Minerve. Donc, sceptre dans une main et figurine de Minerve dans l'autre avec tous ses attributs. Voilà, un petit parcours de toutes les Minerves qui existent dans le palais. Et maintenant, revenons brièvement dans le jardin. Une autre Minerve, cette fois-ci une sculpture faite par les sculpteurs italiens, encore une fois, avec un hibou à ses pieds. Donc maintenant, je vous invite à commencer notre voyage à travers le palais d'été comme Pierre le Grand autrefois, et nous allons commencer par le rez-de-chaussée. C'est le rez-de-chaussée qui était considéré comme les pièces de Pierre le Grand. Et donc, dans le deuxième salon, beaucoup d'objets qui appartenaient à Pierre le Grand se sont conservés jusqu'à nos jours. Vous voyez que la partie basse des murs, ce sont en fait des boiseries conservées depuis l'époque de Pierre le Grand. À gauche, vous voyez une grande porte en battant, ce qui était caractéristique de l'époque avant Pierre le Grand pour les bâtiments, les maisons russes. Mais donc, suivant la mode européenne, plus moderne, on voit aussi des portes à deux battants. Donc, c'était une innovation architecturale très à la mode. Et une autre particularité du palais d'été, ce sont des contrevents, des volets posés donc sur les fenêtres.
Et c'est aussi la fermeture particulière de ces volets. Vous allez voir sur l'image, donc les volets étaient fermés de l'intérieur de la chambre, de la pièce, sont faits de chêne, aussi authentique. Voilà, la même fenêtre, mais avec les volets fermés. Et en fait, ça change beaucoup l'aspect visuel des intérieurs. Vous voyez aussi que l'aspect des plafonds change. Vous voyez des plafonds plats au lieu des plafonds voûtés. Et également en suivant la mode européenne, et il y a des pentures. Pierre avait une pensée allégorique à la mode. C'est le style de baroque qui était à la mode, très pompeux en fait, très riche en décoration. Donc cette allégorie représente le triomphe de la monarchie, le triomphe de la Russie, qui nous raconte sous forme allégorique la puissance de l'État russe, et aussi raconte différentes victoires, exploits de l'empereur lui-même. Le plafond a été fait sur commande. Dans le coin à droite, en bas, vous voyez un petit amour en casque qui en fait personnifie Mars avec un tableau dans ses mains. Et on voit l'aigle bicéphale sur ce tableau qui donc nous dit que le sujet porte sur la Russie de l'époque de Pierre le Grand. Donc pour détailler, pour nous arrêter aussi sur les décors du rez-de-chaussée, je vais dire tout de suite que beaucoup, en fait, dans ce palais a été dit pour le confort, même si c'était le confort à la mode. Donc si on pouvait revenir au plan, déjà, vous voyez cet agencement en enfilade des pièces. Cela veut dire que toutes les portes se trouvent sur le même axe. Pierre le Grand, ses invités et les touristes modernes, donc, passaient toujours par l'enfilade principale, l'enfilade d'apparat. Mais à l'époque de Pierre le Grand, pour ne pas déranger les propriétaires et les hôtes, les invités, il y avait une autre enfilade, à savoir un certain couloir de service, et je vais vous raconter quelle était sa fonction. Alors là, on voit l'enfilade, et là, à côté, on voit ce couloir de service. C'était d'un côté un couloir des vestiaires, et à gauche, nous voyons justement des armoires authentiques de l'époque de Pierre le Grand, des armoires tout aussi intéressantes parce qu'en fait, ils étaient vissés au mur par des crochets. Ces armoires étaient faites sur le modèle des armoires maritimes, armoires de navires sur les bateaux. Donc, tous les meubles sont vissés, sont fixés pour que ça tombe pas pendant la houle. Et la forme du couloir est aussi intéressante parce qu'elle est en forme de la lettre L. Le même couloir, donc le même corridor de l'autre côté. Il a encerclé tout le palais. Alors, les poêles, un autre moment intéressant, les poêles dans l'enfilade des propriétaires n'avaient pas de porte. Et du coup, les portes de ces poêles donnaient justement sur ce corridor de service. Vous voyez, ce petit trou, c'est justement la porte du poêle, du même poêle qui se trouvait dans le cabinet de Pierre le Grand, pour donc chauffer le poêle sans déranger le tsar. À droite, on voit une armoire, mais en fait, il cache un escalier en spirale pour les serveurs qui donc l'utilisaient pour accéder à l'étage, encore une fois, sans déranger le tsar en important des produits ou autre chose. C'était très utile. On va revenir dans la salle de secrétaire et on va voir encore ces fourneaux dont je vous ai parlé. Il n'y a pas de porte, en effet. Il y avait la porte qui donnait sur le couloir de service. Et
les décors, ce sont ces carreaux qui Pierre a vu pour la première fois en Hollande. Il a vraiment aimé ces carreaux. Et pour la première fois, il les a achetés à l'étranger et il les a amenés, en fait, transportés par la voie maritime à Saint-Pétersbourg, mais c'était trop cher. Et bien sûr, Pierre préférait les carreaux avec les décors de la mer, avec des bateaux, mais bien sûr, il y avait également les paysages hollandais parce que Pierre aimait beaucoup l'Hollande. Il avait passé beaucoup de temps dans ce pays. Il construisait des bateaux en Hollande, mais un point intéressant qu'on pourrait voir ensuite quand vous aurez la possibilité voir les arts hollandais, le fait c'est que les Hollandais eux-mêmes ne faisaient pas autant de carreaux parce que c'était trop cher et décorer une salle pour cette hauteur, c'était vraiment trop cher pour eux. Et comment utiliser ces carreaux? Les Hollandais les utilisaient juste pour faire une bande tout en bas du mur. Mais Pierre, il pouvait se permettre ce luxe. Justement, dans le temps de Pierre en Russie, apparu la mode pour décorer les salles de vie avec ce genre de carreaux. Qu'est-ce qu'on peut dire à Pierre? On peut juste le remercier parce que grâce à cette mode-là, nous décorons nos salles de bain, nos cuisines avec ces carreaux. Et Pierre travaillait avec son secrétaire dans la salle de secrétaire, d'où vient le nom de cette salle. Et ensuite, il y avait une porte qui donnait dans sa chambre. Maintenant, cette chambre doit être restaurée et elle n'est pas représentée dans notre exposition. C'est à cela que ressemble le lit de Pierre. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que les visiteurs croyaient que le lit était très court, mais ce n'est pas le cas. Le lit, la longueur de lit est 2 mètres et plus de 2 mètres et la taille de Pierre était 2 mètres 4 centimètres. Et en fait, on dormait à l'époque en position demi-assise parce que le médecin de l'époque croyait que c'était la position euh, euh, la plus bonne pour la santé parce que c'est mieux pour l'estomac. Et pour cette raison, la longueur de lit ne devait pas être trop longue. Donc, on avait les oreillers qu'on utilisait. Donc, la tête de Pierre était 2 mètres 4 centimètres et il pouvait trouver sa place dans un lit qui était 2 mètres et 1 centimètre, donc un peu plus courte la longueur du lit. Et donc, on pouvait toujours comprendre quelle était la destination de cette salle si on regarde le plafond, parce que dans aucune autre salle, le plafond avec ce sujet ne pouvait pas exister. Le fait, c'est que le plafond s'appelle la triomphe de Morphée, avec Morphée au centre, comme parfois les enfants disent pendant l'excursion, peut-être c'est le grand-père de Batman parce que il a les ailes de chauve-souris derrière son dos et il a également les petites boîtes avec les graines de coquelicot parce que c'est la fleur de sommeil et également vous pouvez appeler ce dieu Morphée pour avoir un très bon sommeil. Et nous avons également ici dans cette salle les habits identiques de Pierre. En bleu, sont ses habits. Également, nous avons cette veste
avec une broderie qui est vraiment très jolie. Bien sûr, le tissu change sa couleur avec le temps, mais comme c'était un tissu, c'était en laine et en haut, nous avons la broderie en blanc. C'était vraiment très joli parce que la broderie, elle donnait en fait une nuance très, très, très jolie. Et également, cette veste est faite également en soie. Il n'avait pas de matière synthétique. Il y a également un cheminée dans la salle avec un paysage maritime. C'est un bas-relief horizontal. Nous pouvons voir un arbre sous le vent et également nous voyons un amour avec un trident de Neptune. Et en fait, cet amour est prêt de se défendre ou s'attaquer. Bien sûr, le cabinet de Pierre, c'est sa salle de travail, son bureau, et on peut voir tout de suite le fourneau avec les carreaux, avec les paysages maritimes et également l'appareil destiné aux marins qui doit savoir quel temps fait-il toutes les heures. Et on va voir cet appareil de vin d'une manière plus proche. Il avait été commandé à Dresden chez les maîtres de Saxonie et il avait été mené au Palais d'été en 1714. Le cadran du haut, ce sont c'est une horloge avec les aiguilles de l'heure et de secondes. Et une fois tous les 12 jours, il faut vérifier l'horloge. À gauche, il y a l'anémomètre. On peut voir la force et la vitesse du vent. Et à droite, on peut comprendre d'où vient le vent, de quelle destination. Et ces aiguilles de ces deux cadrans sont unis par euh, par cette représentation. Et je voulais vous montrer la monogramme de un demi-ovale, une monogramme, et on peut voir ici deux lettres latines B et A, et les mêmes monogrammes se répètent dans cette photo à gauche parce que Pierre, le nom patronymique de Pierre est Alexievitch, et donc on peut voir également les entités maritimes sont des tritons. Et on peut voir également les écailles de poisson. Et tout en bas, on peut trouver la tête de Neptune. Ici, on voit encore une fois cet appareil et on peut trouver entre les trois cadrans le dieu grec Éole, le dieu des vents. Et tout en haut, si on regarde tout d'abord, on peut voir justement sous cette image-là très bien les tridents de Neptune. Et en dessous, on peut voir ici ces détails de volant. Et on peut trouver également une couronne de rostre qui sont des parties de devant de bateaux. Et à Rome ancien, on pouvait
offrir cette couronne de rostre à ceux qui ont gagné dans des batailles. Et Pierre aimait beaucoup les horloges parce qu'elles étaient rares à l'époque. Et Pierre, quand il était à l'étranger, il étudiait justement comment on peut construire les horloges et également comment construire les horloges de soleil. Et sur la table de Pierre, on peut trouver une de ces horloges qu'on va nous montrer maintenant. Ici à gauche, c'est vraiment une horloge très intéressante avec c'est une horloge de soleil qui donnait tout le nécessaire pour le bateau. Et maintenant, je pense qu'on peut passer dans la porte qui est ouverte parce que cette horloge nous invite dans la salle à manger où on pourrait parler des préférences de Pierre pour la nourriture, parce qu'il existe un mythe que Pierre préférait la nourriture russe, mais ce n'est pas forcément vrai. Si on se rappelle que le tsar était toujours absent, il était toujours en voyage, il participait dans des batailles en tant que combattant. Bien sûr, il n'avait pas vraiment de préférences spécifiques pour la nourriture. Il aimait bien ce que mangeaient les soldats. Parce qu'il mangeait pour cette raison la viande d'éléphant, parce que c'était quelque chose qui était disponible sur un bateau en absence de réfrigérateur. Pierre était ouvert pour tout le nouveau. Il a goûté beaucoup de plats européens qu'il aimait bien et justement grâce à Pierre, beaucoup de plats européens sont apparus dans la cuisine russe. Et vous voyez que cette salle à manger est pas très grande parce que cette salle avait été construite pour vivre en été. C'est pas pour inviter et pour des fêtes. Ici, on peut trouver une petite fenêtre au milieu de la photo. Pierre avait demandé de faire ce genre de fenêtre pour que les plats arrivent plus vite de la cuisine. Et cette fenêtre, on peut trouver dans des restaurants et cafés modernes. Et il y avait également un autre chose qui n'existait même pas en Europe, c'est des toilettes. C'est pas seulement le pot de chambre qui existait à Versailles, par exemple. Ce sont les canalisations. Il y avait 6 toilettes, 3 sur chaque étage, qui étaient pas seulement pour le tsar et sa famille, mais pour tous ceux qui desservaient le tsar. Il y avait un autre chose dont je voudrais vous parler, un autre dispositif. Il y avait également l'arrivée d'eau et le lavabo que vous voyez ici, qui est apparu à gauche, qui est en noir, en marbre. En fait, l'eau arrivait vers le haut et ensuite par le robinet, l'eau arrivait sur ce petit réservoir au-dessus de lavabo. Et c'est très intéressant c'est une salle très intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses authentiques. Ce n'est pas seulement les carreaux magnifique de bas jusqu'au plafond. Même les Hollandais ont été très étonnés quand ils ont vu autant de carreaux, mais également nous avons la table à manger de l'époque de Pierre. Nous avons également
des cuisinières différentes qui sont authentiques de l'époque. En fait, en Russie, euh, pour cuisiner, on utilisait les fourneaux russes. Donc, les plats n'ont pas été frits, mais bouillis. Et avec la mode, ensuite, nous avons eu ce genre de cuisinière avec le feu ouvert, avec la ventilation où partaient toutes les odeurs. Et même le sol de cette salle est authentique. C'est la seule salle avec le sol authentique parce que les autres, dans d'autres salles, on a dû changer les sols en tenant compte de l'époque, des designs de l'époque. Mais ici, nous avons le sol sur lequel même peut-être Pierre a dû marcher lui-même. On voit déjà les escaliers qu'on va monter. Je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans le palais selon le principe maritime et même l'escalier est très, en fait, très pointu. Et on peut dire que tout l'étage, c'est la partie de Yekaterina, de l'épouse de Pierre, qui était avant une fille paysanne dont le nom était Skavronskaya, qui est devenue l'impératrice russe et tout d'abord, bien sûr, l'épouse de Pierre et tout le meilleur, tout ce qui était à la mode. Elle avait dans ses chambres, y compris, elle avait également les restes de papier peint chinois qu'on peut voir ici comme des panneaux parce que nous n'avons pas pu conserver toute cette quantité énorme qui était nécessaire pour couvrir tous les murs. En fait, ce sont des broderies chinois sur la soie et tout ce qui était allégorique pour les Chinois, c'est-à-dire chaque chaque image représentait quelque chose, chaque branche, chaque oiseau, chaque herbe signifiait quelque chose. Mais pour l'Europe et pour la Russie, c'était quelque chose de décoratif. Et, et un sujet intéressant, c'est le champignon de, euh, d'immortalité, Lynchy. Mais bien sûr, pour le public russe, c'était quelque chose qui n'était pas très clair. Et autre que le style chinoiserie, ce que c'était le style chinois. On appelait de cette façon le style chinois. On achetait beaucoup de plats, beaucoup de meubles laqués chinois. Mais comme la mode n'était pas encore très définie, dans une seule salle, on pouvait voir et trouver beaucoup de choses différentes. Et les miroirs deviennent de plus en plus populaires. Et dans les chambres des Catherine, on peut trouver beaucoup de miroirs. Et justement, pourquoi les miroirs étaient si populaires? Pendant le temps de Pierre, les miroirs étaient utilisés juste pour ses propres besoins parce que l'Église n'aimait pas qu'on regarde trop souvent dans les miroirs parce que l'Église croyait que la personne, en fait, elle pense trop au corps, à son corps et pas à l'esprit. Et il communique avec le diable. Et c'est pour cette raison qu'il fallait, après avoir regardé dans le miroir, il fallait fermer par des volets ces miroirs et c'était fini. Juste pendant le temps de Pierre, les miroirs étaient complètement ouverts et très nombreux pouvaient se trouver dans l'intérieur de salles. Et vous pouvez voir également
les fourneaux avec le cheminée. Je n'ai jamais trouvé ce genre de voisinage avant et ailleurs. Oui, donc la cheminée, c'était très à la mode, mais pas très pratique pour le climat d'hiver. Et du coup, ils ont décidé de mettre les deux, le poêle qui était chauffé depuis la chambre, la pièce d'à côté, et la cheminée qui fait plus joli. Et donc, je vous invite à visiter une autre pièce particulièrement intéressante. Il s'agit de la chambre de Catherine. Il y a 3 objets qui nous intéresseront plus particulièrement. Nous allons commencer par le lit qui devra être aussi restauré bientôt. Il s'agit aussi d'un objet authentique. Donc c'était ça, le lit en bois doré, très chic, très stylé. Le deuxième objet, c'est encore le miroir, très inhabituel, avec donc ce cadre ciselé de noyer. Et la légende veut que le tsar lui-même participait au ciselage et qu'il a même laissé 2 autographes en langue hollandaise et en langue russe. Donc, l'une inscription Peter en hollandais, et l'autre en lettres cyrilliques PPWP Pierre Ier. Donc voilà, cela donne à penser que Pierre le Grand a participé à la décoration de ce cadre. Et finalement, troisième objet qui nous intéresse, c'est un paravent vraiment unique. Je n'ai jamais vu rien de pareil ailleurs. D'un côté, le paravent contient des images. Donc, sur chaque volet, chaque panneau, comme vous savez, une image composée de plusieurs parties. Mais si on regarde de l'autre côté, la composition est différente. Les tableaux, les images, en fait, sont mis l'un à côté de l'autre à la mode du XVIIIe siècle. Il y avait un enfant qui habitait dans le palais d'été. C'était quelqu'un de très important. C'était le fils de Pierre et Ekaterina, donc l'héritier au trône. Pour lui, une chambre d'enfant a été prévue. Le fils portait le nom de Pierre, comme son père, donc il était Piotr Petrovitch, surnommé gentiment par ses parents Chichechka, ce qui veut dire petit, petite tête ou petite bosse. Et donc, ce que vous voyez aussi, une image allégorique, une cigogne qui tient un serpent dans son bec et une branche d'olivier. Les deux signifient la paix, pigeon et la prospérité et l'abondance. Donc, le pigeon près de la corne d'abondance devrait donc augurer le bon règne de leur fils, mais malheureusement, le fils de Pierre le Grand et de Ekaterina a décédé plus tôt, à l'âge de 4 ans. Et à ce moment-là, Pierre le Grand change complètement le système d'héritage, de succession au trône. Une autre pièce que nous visiterons, c'est le cabinet vert. Donc les murs ne sont pas recouverts de tissu, mais à l'époque, donc les murs étaient décorés par des peintures qui recouvraient des boiseries. C'est ici, c'est dans cette pièce-là que on peut dire le premier musée a vu le jour dans notre pays. Pierre, dans ses voyages à l'étranger, dans ses voyages européens, s'intéressait par les musées, par les cabinets de curiosité qu'il visitait. Et ces cabinets de curiosité, donc, assemblaient des objets curieux, bizarres venant de tous les coins du monde.
Et donc, Pierre reconstruit en quelque sorte son premier cabinet de curiosité dans cette pièce et les médaillons représentent cette diversité, Amérique, Asie, Europe. Il n'y en a que 4. À l'époque, l'Antarctide, Australie n'était pas encore connue. Donc, vous voyez l'Afrique, Asie peut-être. Voilà, l'Asie, au chameau. Dans un habit traditionnel, il nous reste l'Europe, la représentation allégorie de l'Europe. L'Europe volée donc par le taureau, le fameux sujet antique. Et il nous reste l'Amérique, 4e continent connu à l'époque. Et en dernier objet du meuble, donc les petites vitrines vitrées où justement étaient renfermés des objets exposés. Et ces vitrines sont uniques par elles-mêmes, avec donc les vitres du début du XVIIIe siècle. Vous voyez que l'éclat est un peu particulier parce que le vitre n'est pas tout à fait plat. Oui, pour terminer petit à petit notre visite guidée, vous savez, je voudrais donc faire cette parallèle comme cette pièce a été en quelque sorte le berceau de tous les musées russes, un peu de la même manière à partir du palais d'été, par la volonté d'une seule personne, toutes ces nouveautés qui ont vu le jour pour la première fois dans ces murs se sont propagées partout la Russie et ça portait en fait sur tous les domaines de la vie quotidienne, de la vie de l'État. Et tout a débuté par cet exemple personnel de Pierre le Grand et qui a été ensuite copié, soit volontairement, soit pas toujours. Mais en tout cas, toutes ces innovations, toutes ces nouveautés se sont diffusées à travers tout le pays, encore une fois, par la volonté d'une seule personne. Donc sur ça, je termine notre petit voyage et j'espère que vous l'avez aimé. Je vous souhaite tout le meilleur. Ça me fait vraiment un grand plaisir de voir votre intérêt porté à notre musée. Marina Borisovna Gagulina. Oui, Marina Gogulina, merci beaucoup. Merci à vous, Marina, grande experte du musée russe. C'était un voyage tout à fait extraordinaire. Cette vie ancienne, obsolète, mais toujours présente. Ce que vous appelez des nouveautés, aujourd'hui, ça s'appelle des innovations. Et je pense que plusieurs de ces innovations restent en fait quelque chose d'innovant, même de nos jours. En tout cas, ils sont toujours utilisés. On les voit dans notre vie quotidienne au XXIe siècle, ce qui a été introduit dans le quotidien par Pierre le Grand au début du XVIIIe. Donc, merci beaucoup non seulement de nous avoir parlé de ce qu'il y avait dans le passé, mais aussi nous avons montré la valeur de tous ces objets, de toutes ces innovations pour le jour d'aujourd'hui et pour demain. Merci encore, merci au musée russe virtuel. Une fois de plus, nous sommes ravis par ce projet. Marina Gladkich, directeur du musée virtuel russe, toute cette numérisation, donc les possibilités qui nous offrent les technologies numériques et qui sont utilisées dans ce projet pour présenter donc les salles principales des musées. Là, il s'agit d'une filiale, c'est bien ça, oui. Donc, et d'autres parties du réseau donc du musée russe. Pour nous, ça n'a pas de valeur. Et je pense que pour la culture mondiale, pour la civilisation mondiale, ces chefs-d'œuvre historiques et culturels non, vraiment n'ont pas de valeur. Merci. Vera, de notre part, cela nous fait chaud au cœur de participer à ces rencontres, de les voir poursuivre et nous espérons que
les écouteurs ont eu aussi le plaisir de se promener un peu à travers le palais d'été. Bon, chers amis, vous voyez si de telles technologies existaient déjà il y a 300 ans, qui donc sont dignes de tout notre respect pour la personne de Pierre le Grand, pour ceux qui est amené dans notre pays. Donc, pour rebondir sur les allégories des plafonds du palais d'été, je voudrais souhaiter à tout le monde de la paix, de la prospérité, donc à vous, à nous tous, et nous invitons à écouter d'autres visites aussi donc menées par Marina Gogulina à travers le jardin d'été et d'autres monuments. Vous les trouverez sur notre chaîne YouTube, sur notre site web. Et bien sûr, bienvenue à Saint-Pétersbourg en personne. Mais vous pouvez aussi nous visiter sans sortir de chez vous à travers votre ordinateur. Merci beaucoup et des chaleureuses salutations de Saint-Pétersbourg. Si vous avez des questions à nous, à Marina, vous pouvez toujours nous les envoyer. Merci. Merci pour cette invitation et nous espérons que ce n'est pas notre dernière rencontre. Oui, effectivement, nous avons prévu une conférence en octobre pour revenir à la personne de Pierre le Grand, mais pour donc voir comment Pierre le Grand a été perçu et représenté par ses contemporains, mais pas seulement, aussi par les gens qui vivaient 100 ans plus tard. Donc, quels étaient événements de son époque qui a été représenté, comment sa figure a été perçue. Oui, effectivement, c'est une personnalité étonnante, sa vie, son œuvre, parce que oui, sa façon de bâtir, d'ériger l'État russe, c'est de l'art, c'est de l'art bon, étatique et qui a laissé d'ailleurs ses traces en Belgique aussi. Nous vous invitons tous à notre prochaine rencontre avec le musée russe en octobre et une autre conférence qui se tiendra la semaine prochaine, le 28 septembre. Ce sera une présentation de la troisième partie de notre projet vidéo projet, les routes belgiques de Pierre le Grand. Donc, vidéo projet dédié au voyage de Pierre le Grand à travers donc les territoires belgiques en 1717. Voilà, merci à vous tous. Avec beaucoup de plaisir, nous participerons à d'autres visites guidées virtuelles du musée russe. Prenez soin de vous, bonne soirée et à la prochaine fois. Tout le meilleur à vous tous. Merci.